Bonjour à toutes et à tous. Et ce soir, nous allons parler de la maladie mentale avec Morgane Vazani, qui est thérapeute en Ayurveda et formateur aussi. Et je vais te laisser la parole pour que tu te présentes. Bonjour Chantal, déjà, bonjour à toutes et à tous pour les auditeurs. Je m'appelle Morgane, tu l'as dit, je suis thérapeute sur Albi euh, et formateur sur Toulouse. Je m'intéresse depuis un petit moment à l'Ayurveda et puis surtout à la partie psychologie ayurvédique. Très bien. Je te remercie en tout cas d'être venu ce soir pour nous parler de la maladie mentale selon l'Ayurveda. Alors, moi, je suis une ex-infirmière, voilà, et en tant qu'ex-infirmière, j'ai bossé en psychiatrie pendant à peu près 7 ans. Et donc, moi, je vais vous parler ce soir de... Je suis thérapeute aussi en Ayurveda sur Rennes, voilà, pour ceux qui veulent, qui me connaissent pas encore et puis qui souhaitent savoir qui je suis. Et si j'ai monté ce groupe aussi, c'est pour justement donner aux personnes un aperçu de l'Ayurveda et éventuellement leur donner envie de pratiquer l'Ayurveda dans leur quotidien pour être en bonne santé et le plus longtemps possible. Voilà, ce qui est le but de l'Ayurveda. Absolument. Voilà, donc ce soir, je vais vous parler un petit peu, moi, de ce que je sais de l'approche de la maladie mentale en Occident et notamment en France, puisque j'ai expérimenté, enfin pas personnellement la maladie mentale, mais en tout cas je l'ai approchée puisque j'étais infirmière en psychiatrie dans différents services, notamment en service adulte. Après, j'étais en pédopsychiatrie, donc chez les enfants et adolescents, et j'ai bossé aussi dans un service d'arriérés profonds, enfin, ce qu'on appelle les arriérés profonds, enfin bref. On met des catégories, on met dans des cases, c'est bien occidental tout ça. Du coup, la vision de la maladie psychiatrique par l'Occident, déjà on parle de pathologie. C'est-à-dire qu'on va mettre, comme je disais tout à l'heure, les gens dans des cases. Il y Enfin, en a des cases aussi, si je peux intervenir en Ayurveda, il y en a plein, plein, plein. Les Indiens, ils aiment bien les cases aussi. Hein. ok. C'est pas les mêmes que nous, quoi. Non, c'est ça, mais c'est pas la même approche non plus. Hein. C'est pas une approche globale comme dans la Ayurveda. Ouais. On va vraiment se baser sur les signes, sur les symptômes. Comme par exemple les hallucinations auditives, visuelles, kinesthésiques. On va avoir aussi, par exemple, des délires. C'est-à-dire que la personne voit des choses qui ne sont pas factices dans la réalité et vont se comporter en fonction de ce qu'ils voient, ce qui est de leur délire, de ce qu'ils entendent aussi dans leur voix, etc., etc. Ce qui peut justement les mettre en danger, puis mettre en danger leur entourage. Et puis, donc, il y a plusieurs formes de pathologie. Donc, il y a les psychoses, et il y a les névroses, et puis il y a l'entre-deux, qu'on appelle les borderline. Ouais, les états limites, ouais, c'est Dans ça. cette case de borderline, on met tout et n'importe quoi. À l'époque où j'étais étudiante, c'est-à-dire entre 92 et 95, on mettait les homosexuels, on mettait les psychopathes, les sociopathes. On mettait quoi encore? On mettait les pervers sexuels, voilà, etc. Mm. On mettait plein de gens qu'on ne comprenait pas. On mettait les autistes aussi dedans. Les arriérés profonds, on les mettait dedans aussi. Donc voilà, après, ça a sûrement évolué depuis. Hein. Il faut regarder le DSM-5 pour savoir un petit peu comment c'est répertorié. Je n'ai pas encore remis mon nez dedans. Mais, parce que bon, je me dis que je suis passée à autre Le chose. grimoire maudit de la psychiatrie. Je suis passée à autre chose. Et puis ce DSM-5, c'est vrai que c'est pas mal. Ça me donne une trame, C'est très mais controversé par les psychiatres. Hein. c'est Très logique. controversé. Logique, parce que tout évolue tout le temps. Hein, donc forcément, si on reste fixé et qu'on reste fixé dans ces cases-là, bah, tôt ou Il y a tard. même des mauvaises langues qui disent qu'ils ont inventé des maladies pour vendre des médocs. Ah bon,
Ah oui? ah, c'est bizarre. Ah ouais. Ah, c'est mauvais ça. Quoi. Ok. Donc, voilà, après, bah, et puis tout ce qui est névrose, ça va être dépression, ça va être, euh, ouais, ça va être toutes ces personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions et puis qui vont avoir des comportements un peu difficiles, mais pas jusqu'à se mettre en danger ni mettre en danger la vie des autres. Voilà. Euh, et puis, il y a les psychoses. Alors, les psychoses, c'est vraiment des gens qui ne sont pas conscients, qui sont malades. Voilà. Donc, ils vont avoir des hallucinations, des délires, et qui vont croire à ces délires et ces hallucinations-là. Et qui vont se comporter pas comme toute personne bien conditionnée par la société, l'environnement familial. Voilà. Euh, C'est très 19e, hein, cette manière de voir les choses, de différencier entre névrose et psychose. C'est Freud surtout aussi qui a poussé dans cette direction-là. Hein. Ça reste. Alors maintenant, c'est un petit peu plus, effectivement, avec les états limites, les troubles de la personnalité, etc., on commence à faire différentes catégories. D'ailleurs, plus il y en a, plus ça se complexifie. Mais en fait, c'est très 19e, hein, cette manière de fonctionner. Bon, c'est normal, parce que la psychiatrie, elle est vraiment apparue, la psychiatrie moderne, elle est vraiment apparue au 19e siècle. Quoi, donc, voilà. et les différents traitements de ces psychoses-là, en fait, c'était très archaïque hein, à l'époque en tout cas. Et puis, donc, ça pouvait passer par de la sismothérapie. Hein, donc, Une thérapie de choc, oui. ouais, c'est ça, la thérapie Pour de les choc. psychoses. Enfin, même les états Non, dépressifs, je pour pense les qu'on les a. Oui, états oui, oui, il me semble. psychologiques, Ouais. Ça a été utilisé aussi. ouais. Et Absolument. quand je suis arrivée en 94-95 dans un service avec un psychologue, on avait mis en place des packs de relaxation pour ces personnes qui avaient justement une vision de son corps un peu morcelée. Comme par exemple les personnes schizophrènes, mais Mhm. ça peut être aussi les personnes qui sont qui sont bipolaires. Ça peut être aussi les personnes qui sont aussi atteintes de boulimie, anorexie, par exemple. Mhm. Et donc, en fait, on enveloppait les gens dans des linges chauds et humides pour qu'ils Mhm. retrouvent la structure de leur corps en Mhm. appuyant et en serrant bien les draps. C'est décrit aussi dans les textes ayurvédiques, cette méthode. Ouais. Ouais. Voilà, donc bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Mhm. Je l'ai retrouvé après, effectivement, là, quand je suis allée en Inde. Donc, mais c'est marrant parce qu'intuitivement, on avait fait ça et puis on s'est dit, Mhm. tiens, voilà. Et puis, on avait fait ça dans une baignoire, en fait. Voilà, on était Mhm. dans une baignoire et on serrait les tissus, voilà, on serrait Mhm. de En chaque. Ayurveda, on fait ça avant, enfin, dans les textes classiques. Après, ce n'est pas forcément employé aujourd'hui, hein, mais c'était conseillé avant de faire un massage avec l'huile de moutarde. Oui, bah oui. L'huile de moutarde, après, on enveloppe. Oui, des trucs un peu hard, hein. C'est des textes de l'Antiquité, donc aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent nous choquer. Hein. Ça, c'est adapté à notre monde moderne quand même. Mais c'est intéressant d'aller voir directement à la source, parce qu'il y a ce genre de choses-là. Donc, bon, voilà. Alors, quand j'étais en psychiatrie, c'est vrai que c'était pas. J'ai vu des choses assez bizarres, des comportements bizarres aussi et, enfin étonnants. Mm. Et à chaque fois, j'avais beaucoup de bienveillance et de compassion pour ces personnes-là, Mm. parce que je sais que c'est au départ quelque chose qui est mis en place pour se défendre, pour se protéger. Euh, Ces comportements, tu veux Ouais, dire? et beaucoup de comportements, en tout Comme cas, quoi? euh, Ça m'intéresse, forcément. par rapport à la cellule familiale Mm. qui est trop, Mm. trop dysfonctionnelle, quoi, quelque part. Ouais, Tu vois. ça, c'est dans les politiques. C'est très courant, ça, quand les gens ils sont hospitalisés en service de psychiatrie, ils sont souvent isolés de la cellule familiale parce que justement, ça peut être un facteur enfin, psychopathogène. Quoi. Ouais, ouais, anxiogène, Ouais, etc. Ouais. ouais, ouais, Et ouais. notamment, j'ai vu ça chez les enfants. Ah, alors là, oui, complexe. C'est vrai que c'était très, très difficile à Mm. l'époque. En plus, j'avais ma petite fille qui avait 2 ans et demi. C'était, Mm. oh là là, ça a Du été. coup, tu t'as fait une projection, ouais, Ah forcément. oui, oui, bah Ouais, oui, bah oui, on ne peut pas y échapper. Hein, ouais. c'est Oui, difficile. alors que dans la pédopsychiatrie ayurvédique, parce qu'il y en a une, hein, c'est assez. C'est-à-dire qu'en fait, on n'isole pas l'enfant de la mère ni du père, mais par contre, on l'isole de l'image qui entraîne des soucis, c'est-à-dire l'image du père et surtout de la mère.
qui posent problème. Mm. Donc, c'est des isolements. Alors, ce n'est pas physique, forcément, mais c'est par des rituels, en fait, qu'on fait ça. Enfin, la Et- pédopsychiatrie, à l'époque, en Antiquité, et puis au Moyen-Âge aussi, puis encore un petit peu aujourd'hui, mais un peu moins, c'était que des traitements en rituel. Alors, évidemment, les modernistes vont dire oui, mais du coup, ça ne servait à rien, etc. Bon, en tout cas, ça mérite d'exister. Et c'était ce qu'on appelle les traitements des skanda graha. Voilà. Les saisisseurs et saisisseuses d'enfants. Alors voilà, bon, quand on rentre dans la psychiatrie ayurvédique et la mythologie, ça part un peu dans les histoires qui font peur, il faut dire ce qui est. Mais non, mais c'est intéressant. Mais parce qu'on n'isolait pas vraiment l'enfant de la mère directement. On l'isole en fait de l'image et de l'environnement délétère psychique dans lequel il est vis-à-vis de sa mère. Mais c'est pas sa mère. Et comment ils font alors pour ça? Ah il sépare en deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un rituel où on ne s'adresse pas à la mère, mais on s'adresse à ce qu'on appelle la grahi. Mhm. La grahi qui est en fait, bon, après quand on fait, si tu veux, quand on essaye d'aller un petit peu dans les textes, on comprend qu'effectivement les grahis sont liés, disons, ce qu'on appelle en psychiatrie moderne, aux imagos maternels, c'est-à-dire l'image que l'enfant va construire de la mère en fonction de ses expériences, bonnes comme mauvaises. Et là, en l'occurrence, c'est des mauvaises expériences. Ça peut être des frustrations, ça peut être des inquiétudes, sa mère qui a un comportement qu'il ne comprend pas, l'enfant et qui l'inquiète. Mais il est toujours environné de ça. Il a toujours sa mère au sens d'individu et il y a son environnement psychique où là, c'est sa mère en tant qu'image mentale. Mhm. Et on isole du coup l'enfant de cette image mentale, mais pas de la mère physique. Ce n'est pas la même chose pour qu'il apprenne à faire la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais bon, ça peut prendre du temps. Hein. Ah ben oui, parce que du coup, Entre l'image qu'on se fait de notre mère et notre mère réelle, ouais, ouais. Et puis quand on est le fait de enfant, on est une dissocier vraie les éponge, deux, hein. On est une ça vraie dépend. éponge quand on est enfant. Bon. Quand on est enfant, on est une vraie éponge. Donc du Ah coup, bah oui, 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 bien sûr. de C'est la ça qui mère, va donc quelque nous part, apprendre, on va mimer aussi, par mimétisme, un bien sûr. comportement pour ne pas être rejeté de cette mère, pour être Oui, aimé bien par sûr. elle, etc. Donc, Hmm. c'est super difficile quand l'enfant est tout petit, jusqu'à 7 ans, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Et, bon, du coup, le principe, si tu veux, de la pédopsychiatrie ayurvédique, c'est en fait, on traite plus la mère que l'enfant. ah bah, Mais aussi en pédopsychiatrie aussi, je pense moderne. Hein, c'est-à-dire que quand on fait de la psychothérapie, et non pas uniquement de la psychiatrie au sens médicaments, chimie, etc., bon, bah, c'est clair et net qu'il faut aller voir du côté de la relation, et puis même parfois du côté de l'histoire de la mère, etc., du père aussi, bien sûr, oui, oui, de bien la sûr. mère surtout. Oui, enfin, de la figure parentale Oui, voilà, ouais, c'est la ça. plus présente avec l'enfant, quoi. Ouais. Mais ça, c'est déjà présent dans la pédiatrie Oui, ayurvédique, oui. hein, ce principe-là. Sauf que bah, c'est très imagé, Mm. forcément. Hein, on est dans la mythologie, on explique justement ces grahis, d'où viennent ces images, etc. C'est Voilà. intéressant. Mais, Ok. Est-ce que tu peux nous parler de justement de ces cases différentes là, oui, oui, il y en que a un. l'Ayurveda pose sur la maladie mentale? Oui. Tu m'avais dit qu'il y avait deux. Il y a deux grandes catégories, oui, ça c'est sûr. Après, bon, peut-être qu'il faudrait voir aussi, bon, on pourrait on pourrait discuter longtemps de ça, mais voir qu'est-ce que la maladie mentale en soi par rapport, qu'est-ce que la santé mentale en Ayurveda, qu'est-ce que la maladie mentale vis-à-vis de cette définition de la santé. Et justement, la maladie mentale, c'est une forme de rupture. Mais en fait, de la même manière que les maladies physiques, c'est la rupture d'un équilibre. En fait, il faut voir déjà dans la définition de la santé en Ayurveda, c'est le terme Ayush et le terme Swasta. Hein. Bon, ça, c'est des choses qui sont pour les étudiants en Ayurveda qui sont déjà connues, etc. Et dans la définition d'Ayush, il y a la dimension mentale. Donc, Donc, la santé en. je Voilà. vie, longévité, hein. Ouais. Mais ce Voilà. n'est pas que physique, c'est-à-dire qu'il y a la dimension mentale dans Ayush. Il y a un continuum en fait entre la santé physique et la santé mentale. Dès le départ, il n'y a pas de distinction réelle entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est. Mais je vais retrouver les références parce que dans mon bouquin, alors je ne connais pas mon bouquin par cœur. Hein, mais... Tu pourrais nous montrer l'image de ton bouquin, comme ça, Oui, les gens, s'ils sont intéressés. voilà. Alors ça, c'est du coup, c'est à l'envers, mais ça s'appelle les clés de la ça s'appelle les clés de la psychologie ayurvédique. Voilà. C'est aux éditions le Refuge du Riche, qui est une petite maison d'édition qui fait un Donc, très bon boulot. si vous souhaitez commander ce livre, qui est très intéressant,
et très dense aussi, très complexe au départ, mais il faut aller jusqu'au bout hein, parce que voilà, c'est un peu hard au départ, mais bon, parce qu'il y a plein de termes en sanskrit, etc. Morgane a fait un travail assez approfondi et très riche. Donc, faut tenir le coup. Faut aller Ouais, jusqu'au il faut s'accrocher. Et c'est surtout le début qui est un petit peu complexe, parce que c'est beaucoup de philosophie. Je travaille un petit peu, j'ai travaillé avec l'aide de ma compagne sur le Samkhya, parce que c'est grâce au Samkhya qu'on arrive à définir et à comprendre les différentes strates, les différentes couches de comment on est constitué, du corps jusqu'à l'esprit, jusqu'à l'âme, etc. Donc, il a fallu déblayer tout ça. C'était pas simple, c'est de la philosophie. Mm. Après, c'est un peu plus rock'n'roll. Là, le début est un peu assez froid, et après, ça devient… Vraiment sur l'Ayurveda traditionnel. Ouais. Euh, et donc, du coup, forcément, qui est un peu qui a traversé les âges, quoi. Dire ça C'est comme ça. ça. Et donc, en lien, je vous mettrai donc, là où vous pouvez acheter le livre de Morgane. Voilà, si vous le souhaitez. Voilà. Là, c'est dans la Charak Samhita, les Sutrasthas, donc c'est le livre des principes, et on est au chapitre 1, verset 42. C'est Ayush, vie et la conjonction du corps, des organes sensoriels, du mental et du soi. Dhari, support du corps, Jivita, vie, Nityaga, constamment mobile, et Anubandha, facteur de continuité, sont synonymes. Là, il y a le corps, l'essence avec le mental, les deux vont de pair. Enfin, l'essence, c'est ce qui fait le lien entre le corps et le mental. Parfois, on dit même que le mental, manas, c'est le 11e sens, parce qu'il y en a 10 des sens dans le Samkhya. Il y a les sens de la perception, c'est-à-dire la vue, le toucher, etc. Et il y a aussi les sens moteurs. Et notamment, là, j'en utilise un, puis même deux, la main, l'appréhension, et aussi la parole. Ouais, c'est Donc, les c'est aussi… sensations, en fait. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Donc, Cinq sens. le manas, donc c'est ce qui nous permet d'appréhender le monde. Manas, donc le mental, c'est ce qui nous permet donc de transformer ce qu'on appréhende du monde en information qui va aller être recueillie et traitée par ce qu'on appelle l'intellect bouddhi, qui est l'organe de reconnaissance d'une réalité, d'une expérience aussi. Que ce soit une réalité tangible, c'est-à-dire, bon, voilà, je regarde, tiens, je vois que mon agenda, il est orange. Donc là, il faut que je regarde mon agenda, le sens de la vue. Il faut que mon mental, il aille jusqu'à mon cerveau. Enfin, on dit que le bouddhi est dans le cœur, mais qu'il faut qu'il aille jusqu'à la machine, entre guillemets, ou l'organe qui puisse traiter en voilà, bouddhi, pour qu'il puisse fouiller dans la mémoire pour dire, bah tiens, l'orange, je connais cette couleur, je connais cette couleur. Et donc, je peux dire, oui, effectivement, c'est une couleur orange que je vois. C'est la reconnaissance, en fait. C'est l'organe de la reconnaissance d'une réalité. Alors, ce n'est pas rien, parce que quand on a des hallucinations, du coup, il se passe quelque chose entre les deux. Voilà, c'est comme ça qu'on peut comprendre les choses. Mais bon, là, on dit dans la définition, c'est-à-dire que Ayush, la vie, oui, la vie en général, c'est une conjonction, un yoga, on peut dire, c'est ça que le terme yoga veut dire, une union entre le corps et l'esprit. Très bien. Et cette union, si elle est rompue, s'il y a une rupture, là, ça entraîne la maladie. Et c'est justement, pour ne pas trop détailler là-dessus, mais c'est pour vraiment comprendre l'idée de la maladie en général en Ayurveda et de la maladie mentale en particulier. Et regardez le sloka en question. L'usage pervers, négatif ou excessif du temps, de l'intellect et des objets des sens, voilà la triple cause des maladies localisées dans le couple corps-esprit. Le corps et l'esprit sont le siège des maladies comme des plaisirs, mais leur relation adéquate ne produit que des plaisirs exclusivement. Donc, si leur relation est inadéquate, forcément, ça va produire l'inverse, la souffrance. Ouais. Voilà. On a dit ça, on a tout dit, en fait. Même si ça paraît complètement trivial. Parce que c'est à partir de ça qu'on va essayer de comprendre toute la pathogénèse des maladies, et en l'occurrence des maladies mentales. Voilà. Bon, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais ce qu'il faudrait peut-être aussi rapidement, c'est évoquer la notion de Prajnaparada, mais ça a peut-être déjà été fait, peut-être pas reprendre. Vas-y, succinctement, non, mais vas-y, fais ce que tu penses être le mieux, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire des Ouais. rappels, de toute façon.
Ouais, là, l'usage pervers, négatif ou excessif du temps, de l'intellect, des objets des sens. Voilà. Kala buddhin driyartam nam, pardon, yogo mitya nachaticha. Mm. Kala, le temps, buddhi, donc l'intellect, Mm. indriya, les sens, artam, les objets des sens, les objets de l'intellect, tout ce que je suis capable de voir, de toucher, d'entendre, tout ce que je suis capable de saisir, de comprendre aussi. Mm. Mm. Mithya, yogo mithya, c'est-à-dire l'union, mithya, c'est la mauvaise association. Les choses ne sont pas appropriées, sont nachaticha. Mm. Et le mental, alors si je suis daltonien par exemple, je ne suis pas capable de différencier, c'est entre le vert et le bleu, non? C'est pas ça? Je ne me souviens plus. C'est ça? Non, ou le vert et le rouge? Non. Euh, Ils ne euh, sont pas capables de voir le vert, les daltoniens. c'est vert et rouge, je crois, ouais. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas considéré comme une maladie mentale, heureusement. Non. Mm. Mais si le problème se situe dans l'union, la conjonction entre ce que je vois et ce que j'imagine, donc par l'intermédiaire de l'organe mental et qui va donner l'information à l'intellect, c'est Ouais. là où la rupture se fait. Si j'ai des hallucinations, par exemple, que je vois quelque chose qui, a priori, n'existe pas dans la réalité tangible, eh ben, ça veut dire que entre mon mental et ma capacité de comprendre, de saisir une réalité de l'intellect, il se passe quelque chose. Mm. Il se passe quelque chose. Donc, cette chose qui se passe, est-ce que c'est physique, physiologique, c'est-à-dire que c'est lié en partie à l'activité des doshas, parce que l'organe interne, antakarana, qui comprend l'intellect, buddhi, le manas, donc le mental, et la mémoire aussi, non, qu'est-ce que je dis, l'ego, la notion de moi, ankar, la mémoire, on relie ça plutôt à l'intellect, ça ne fonctionne pas tout seul. C'est-à-dire que ça fonctionne toujours en continuité dans le réel, dans notre expérience avec les doshas. Et en l'occurrence avec les panchavayus, c'est-à-dire les panchavata, les 5 vatas. Mm. Voilà. Et ça, cette idée du fonctionnement entre l'esprit et vata, c'est quand même assez fréquent, récurrent en Ayurveda, mais c'est beaucoup plus ancien que l'Ayurveda en sens des textes, des écritures classiques, vu qu'on trouve déjà cette idée dans les Upanishads. D'accord. Voilà. Donc après, ça veut dire que forcément, soit le problème il vient des doshas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le vata il va circuler n'importe comment dans le corps et puis ça va entraîner des ruptures justement de ce continuum entre les sens, le mental et l'intellect, ou soit c'est l'inverse. Il y a un problème au niveau de l'intellect, il y a quelque chose qui voile finalement la lumière de l'intellect, on pourrait dire, qui fait qu'à un moment donné, les doshas ils vont juste subir ce truc-là. Mm. Bien sûr, ouais. Mm. C'est là qu'on peut discerner deux catégories, en fait, en Ayurveda, de désordre, trouble psychique. Mm. Alors, D'accord. j'espère que ce n'est pas trop abstrait, dit comme ça. Et c'est intéressant, hein, ça va loin en fait au niveau Ayurveda. Hein, c'est vraiment Mm. très. Et puis ça reste quand même assez concret, quoi, quelque part. Ouais. Donc, Voilà, donc c'est-à-dire d'entrée de jeu, la distinction, comme tu en parlais au début, ça ne se fait pas entre névrose et psychose, même si, bon, dans la notion de névrose, si j'avais bien compris ce que Freud en disait à l'époque, c'est l'idée que une névrose, c'est une maladie psychique dont on ne peut pas voir des traces au niveau anatomico-histologique. C'est-à-dire, genre si je sais pas, si je suis névrosé, genre obsessionnel, etc. Normalement, d'après la définition de Freud et puis les neurologues psychiatres du 19e siècle, ils sont censés rien voir sur des coupes du cerveau. mm. Donc, à partir du moment où il n'y a pas comment dire, de lésion anatomique, qui est la définition moderne de la maladie, du coup, ce n'est pas une maladie. S'il me dit, si, il y a quand même une maladie derrière, il y a un comportement, il y a une souffrance, etc. Donc, on dit, on va appeler ça névrose. Et psychose, là, c'est encore autre chose. Donc, je ne suis pas spécialiste des définitions psychiatriques modernes, mais en Ayurveda, en fait, les deux catégories, si tu veux, on y vient maintenant, ça y est, après le préambule. Ouais. Oui, oui, vas-y, vas-y. Ok. Voilà, les deux catégories, c'est ce qu'on appelle, alors déjà, le terme de trouble psychique en Ayurveda, c'est Unmada. Mm. Unmada. Mm. Voilà, Unmada. Donc, c'est dans les catégories, dans ce qu'on appelle la nosographie ayurvédique, c'est-à-dire, c'est une catégorie de maladie.
Et dans tous les textes classiques, vous avez un chapitre sur Unmada, au même titre que vous avez un chapitre sur les toux, la toux, qui est considérée en Ayurveda comme une maladie, non pas comme un symptôme. Donc, Kassa, au même titre que vous avez un chapitre sur les maladies neurologiques ou les maladies, bon, pas vraiment des maladies neurologiques, c'est les maladies du Vata, Vata Vyadhi. Voilà, donc vous avez un chapitre systématiquement sur Unmada. Et donc, Unmada est divisé en deux grandes catégories à chaque fois. C'est Nija Unmada et Agantu Unmada. Alors, Nija Unmada, c'est les troubles psychiques qui ont pour cause un dérèglement des doshas. D'accord. Il ne faut pas confondre avec les ninjas au Japon. Voilà, Ninja Unmada. Non, c'est plutôt l'autre, ça, quand il y a des ninjas dans l'affaire. Bon, bref. Ouais. Donc, ça, c'est en fait ce qu'on. Alors, moi, j'ai choisi de traduire ce terme-là par démence. Je vais expliquer pourquoi. Bon, je l'explique dans mon bouquin, c'est-à-dire que le terme démence, aujourd'hui en psychiatrie moderne, est employé pour désigner des formes de troubles psychiques qui sont nées justement du fonctionnement physiologique. Par exemple, chez les personnes âgées, on appelle ça, quand ils commencent à délirer à un certain âge, on appelle ça les démences séniles. Et ils délirent pourquoi? Parce qu'il y a une dégénérescence, voilà, du système nerveux. C'est pas, alors après, effectivement, quand il y a ce phénomène-là qui se produit, c'est un peu la boîte de Pandore, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des traumatismes qui ressortent, les délires, ils ne sont jamais comme ça dans le vide. Ils ont toujours un contenu, en fait. Mais l'origine, qu'est-ce qui a ouvert la boîte de Pandore? C'est le système nerveux lui-même. Ce n'est pas un choc traumatique ou ce n'est pas des choses, un phénomène d'emprise ou des choses. Non, c'est le système nerveux fait pouf. À un moment donné, ça court-circuite. Donc, du coup, et aussi, par exemple, ce qu'on appelle les démences toxiques. Quelqu'un qui a pris des psychotropes, des champignons hallucinogènes ou je ne sais quelle chose. Des trucs comme ça. Oui, des acides ou trucs, puis vous savez pas, il a des hallucinations et puis qui parfois peuvent être ce qu'on appelle des bad trips, hein, c'est-à-dire un voyage qui se passe assez mal, où il rencontre des démons, des trucs comme ça. Donc, ça, ce qu'on appelle les démences toxiques. Pourquoi? Parce que ça vient d'un mécanisme physiologique, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise d'une substance qui a entraîné en fait ces troubles-là. C'est pas venu de nulle part, ou c'est pas venu du monde invisible entre guillemets. Après, pareil, il y a un lien entre les deux. Donc voilà, c'est le mot démence qui est employé. D'accord. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est connu chez nous, aussi bien en Inde que chez nous. Et en fait, on va voir que en fait, plus on étudie, plus on se rend compte que la tradition indienne et la tradition grecque ont beaucoup de points en commun. Ouais, carrément. Voilà. Donc, c'est la médecine d'Hippocrate, en gros. Oui. Et alors là, justement, chez les médecins antiques en Grèce, en fait, il y a certains types de folie, de démence, qui étaient liés au fonctionnement des humeurs. Et les humeurs, c'est en fait le même concept que les doshas. Oui, complètement. Voilà. Ouais. Par exemple, la naturopathie, par exemple. Hein. absolument. Par exemple, les mélancoliques. Ouais. La mélancolie, on a plein de termes comme ça de la médecine ancienne, gréco-romaine, qui désignaient en fait, par exemple, la mélancolie. Alors, c'est une humeur, ce qu'on appelait la bile noire, qui est liée à l'élémentaire. En fait, il y a 4 humeurs chez les Grecs, alors chez nous, il y en a 3. Chez nous, c'est des combinaisons d'éléments. Chez les Grecs, c'est un élément par humeur. Donc, la bile noire, c'est l'élémentaire. Et au niveau de manifestation psychosomatique de la bile noire, ça donne ce qu'on peut appeler des états dépressifs. D'où le terme qui a eu mélancolie a désigné ça. Mais à la base, mélancolie, c'était la bile noire. C'est un peu le cafard sauf sans l'eau, quoi. Voilà. L'autre terme aussi qu'on retrouve, c'est frénésie. Quelqu'un de frénétique. C'est un truc qui est vraiment, c'est un terme qu'on a beaucoup dans notre vocabulaire encore aujourd'hui. Et la frénésie, c'était une inflammation du cerveau par quoi? Par la bile jaune ou ce qu'on appelle la colère avec un H. Une pita. C'est pita, exactement. Voilà. Après, vous avez aussi, alors, pas forcément chez les Grecs, mais ce qu'on appelait les lunatiques, etc. Donc, mais en tout cas, en termes physiologiques, c'est dès l'Antiquité, il y a cette notion que finalement, il y a certains troubles psychiques qui sont nés
qui naissent d'un dérèglement des humeurs. Mm. Et ça, pour les historiens de la médecine, c'est une révolution. Parce que justement, avant cette révolution dite médicale, en fait, tous les comportements un petit peu bizarres, les troubles psychiques, ils étaient provoqués soit par des esprits, par des démons, etc. Mm. Donc, on a basculé d'une vision, je dirais, animiste ou ce qu'on appelle démoniste, non pas démoniaque, mais démoniste de la psychiatrie, à une vision humorale. Mm. Et ça, c'est pas rien parce qu'en Ayurveda, on retrouve en fait les deux. On D'accord. retrouve une vision humorale qui explique ce qu'on appelle donc les démences, ou donc les troubles psychiques endogènes qui viennent de fonctions. Parce que il y a un côté endogène et puis il y a l'autre catégorie. Voilà, et il y a l'autre catégorie qui est Agantu, où là, c'est plus la vision démoniste. C'est-à-dire que, alors, si on prend tout au pied de la lettre, au sens littéral, en fait, c'est les esprits. Alors, dans le monde invisible, il y a des esprits qui vont aller nous chatouiller le cerveau, puis qui vont nous donner un certain nombre de troubles psychiques. Voilà. Ça, c'est une vision qui est commune dans plein de sphères de l'Antiquité. On retrouve ça chez les Juifs de l'Antiquité, on retrouve ça chez les Babyloniens, on retrouve ça chez les Grecs, on retrouve ça aussi chez les Indiens. Donc après, il y a tout le panthéon diffère à chaque fois, bien sûr, mais c'est toujours le même principe. Et là, dans l'Ayurveda, on va intégrer ces histoires-là d'un point de vue médical, de la médecine ancienne, bien sûr, mais d'un point de vue médical. C'est-à-dire qu'on va traiter ces phénomènes-là par la médecine. On va la comprendre par la médecine, c'est-à-dire en étudiant ces phénomènes, non pas d'un point de vue démonologique ou, je dirais, théologique, des choses comme ça, mais d'un point de vue médical. C'est-à-dire qu'il y a des causes, des symptômes, des symptômes avant-coureurs, des explications, et puis aussi potentiellement des traitements. Donc, on va en fait considérer que c'est une maladie un peu comme les autres. D'accord. Comme les autres exactement, parce que ça ne concerne justement pas les doshas, en premier lieu, en première instance. Oui, parce qu'après, ça va avoir un impact sur le déséquilibre doshique aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a la frontière entre les deux. Alors, c'est pour ça, en fait, justement, les historiens de la médecine disent oui, il y a eu une révolution. On est passé d'une vision démoniste de la psychiatrie à une vision immorale. Mais dans l'Ayurveda, en fait, non. C'est-à-dire que les deux ont continué à coexister ensemble pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se sépare. Mais à l'époque de Charaka, les deux coexistaient. Et justement, comment il expliquait ça? C'est-à-dire que quand le trouble s'explique par les doshas, c'est-à-dire quelqu'un, un exemple trivial, quelqu'un qui est tout le temps en colère, qui est irritable, qui peut manifester des comportements même parfois violents, des choses comme ça, on peut se dire si c'est un trouble doshique, c'est quel dosha? C'est le pitta qui pose problème. Mais si on n'arrive pas à expliquer certains comportements, certains mécanismes de pensée, certaines souffrances par les doshas, c'est-à-dire que vous faites un bilan, pouf, vous tombez, la constitution c'est autre chose encore, mais la vikriti, c'est-à-dire le déséquilibre sur le moment, c'est pitta, vous traitez le pitta, ça va mieux, 2 mois après c'est le vata qui pose problème, 2 mois après c'est le kapha, et en fait on tourne en rond. On tourne en rond. C'est qu'à un moment, et que la souffrance, bien sûr, est en partie psychique. Là, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas les doshas qui posent problème, c'est quelque chose qui est en amont. Et là, la suspicion d'Agantu ou de Mada peut être légitime. Et il y a d'autres critères. Et le terme d'Agantu, il est assez général en Ayurveda, parce que, par exemple, quand vous avez si il y a un accident, je sais pas, un accident de voiture, que vous avez une blessure, c'est considéré comme une affliction externe, qui va après avoir évidemment un impact sur les doshas. Logique. Voilà, donc là c'est la même chose. C'est une affliction externe, mais qui après va entraîner, qui va avoir un impact qui va entraîner un déséquilibre des doshas. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le dosha qui va entraîner des déséquilibres physiques et psychiques. Là, c'est l'inverse. C'est le déséquilibre psychique qui entraîne au bout d'un moment un problème sur les doshas. Donc, c'est pour ça que toutes les thérapies dites yukti qu'on fait, par exemple, je sais pas, vous faites du shirodhara, des choses comme ça, et sur les désordres type agantu, ça ne marche pas. Ou en Alors, tout cas, ça soulage, mais ça ne marche pas. pour les personnes qui ne Ah, connaissent pas trop les termes en sanskrit, vas-y, ouais. le shirodhara, c'est l'écoulement d'huile sur le front de manière rythmée, en fait, qui va permettre justement de calmer un peu le mental et toute cette agitation mentale. Voilà, entre C'est autres. ça. Voilà. Après, on peut mettre plein de choses dans le bol. Généralement, on fait avec de l'huile, Si, de c'est l'huile en de fait de sésame. chat en excès, en fait. Ouais, on fait ça avec de l'huile souvent, de l'huile de sésame, même de l'huile médicinale pour traiter Vata. Hein. Voilà. Et notamment quand il est un petit peu trop dans le corps. Normalement, il est censé être plus bas, mais quand il est en trop grande quantité en haut.
Et ça peut effectivement entraîner. Donc voilà, si vous voulez, les démences endogènes, donc Nidja ou Unmada, et notamment de type Vata, ça peut être très intéressant de faire du Shirodhara, par exemple. Et si vous avez Agantu Unmada, où là, le problème ne vient pas des doshas, mais de quelque chose d'autre, bah, le Shirodhara, ça peut peut-être juste soulager le dosha qui est déséquilibré sur le moment, mais ça ne va pas travailler les causes du problème. Et il y a aussi les bastis qu'on fait sur la tête. Oui, les chirobasties. Ouais. Ouais. Donc voilà, les deux grandes catégories en fait. Ouais, Et pour dire aux gens, les bastis, c'est quand en fait on met un espèce de bol au-dessus de la tête, voilà. bien hermétiquement calé, et qu'on met de l'huile médicinale ou du lait médicinal, etc. euh, à l'intérieur, ce qui fait qu'on va laisser poser ça et ça va effectivement avoir un impact sur le système nerveux et le cerveau. Voilà. Voilà, bon, pour commencer, c'est les deux grandes catégories qu'on retrouve dans les textes, Nidja Unmada, Agantu Unmada. Donc, Nidja Unmada, je l'ai traduit ça par démence, et Agantu Unmada, j'ai traduit ça par aliénation, et à dessein, parce que justement, c'est un terme qui est plus employé en psychiatrie moderne, on ne parle plus d'aliéné, d'hôpitaux d'aliéné, c'est très mal vu aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est la notion d'alien. C'est la racine, c'est l'étranger. L'étranger qui est en nous, en quelque sorte. Notre étrangeté. Donc, c'est pour ça que souvent… Terrestre. Comment? L'extraterrestre qui est en… Oui, c'est un peu ça. Alors, sauf qu'il peut poser problème, cet extraterrestre. Il peut nous faire souffrir. L'étranger en nous, on peut dire. Et l'étranger en nous, il vient d'ailleurs, par définition. Et il vient d'où? C'est ça la question. Voilà. La question que se pose ce phénomène d'aliénation. Donc après, effectivement, comme toutes les maladies en Ayurveda, on a une description de d'où vient ce phénomène, pourquoi il se met en place, etc. Voilà. Mais en tout cas, ce phénomène d'aliénation, je pense que le terme aliénation est vraiment justifié parce qu'il y a une idée d'un trouble psychique qui est d'ordre. On parle dans la psychiatrie moderne qui est d'ordre de la dissociation. Ce qu'on peut rencontrer dans certains troubles psychotiques, justement, sous des formes extrêmes, parce que des états dissociatifs, on en a tous. Oui. Toujours une partie de nous qui reste étrangère et qui parfois peut nous parler. Et si elle se met à nous parler et qu'on commence à entendre des voix, là, c'est considéré comme un état psychotique. Mais cette idée qu'en fait, d'une manière artificielle ou non, ça dépend de la définition de l'esprit et de l'individu, il y a cette idée, voilà, par exemple, d'entendre des voix, d'où le fait que d'une manière traditionnelle, ce phénomène-là a toujours été compris comme la présence d'entités, d'esprits invisibles. Voilà. Donc, l'Ayurveda, on va prendre au sérieux toutes ces catégories d'esprits invisibles, etc. Alors, dans la mythologie hindoue, on pourrait faire ça avec d'autres mythologies, mais par contre, on va comprendre le phénomène d'un point de vue psychique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit de nous, ce phénomène-là? Quel est cet étranger, cet esprit en moi? Pourquoi il est venu là? Qu'est-ce qu'il a à dire de moi-même, finalement, et de ma souffrance? C'est là, en fait, qu'il y a finalement, on tient les deux bouts. On tient le bout de un peu le mystère, l'occultisme, etc., et en même temps le bout de la démarche thérapeutique. Alors qu'en Occident, et puis dans la moderne un petit peu, les deux bouts ont été séparés. C'est-à-dire, par exemple, dans l'Église catholique reconnaît, par exemple, à la différence des psychiatres modernes, matérialistes bien sûr, ils reconnaissent qu'il y a des démons, que vous pouvez être sous l'influence du diable, etc. Mais il dit, voilà, ça c'est une chose, et la psychiatrie, c'en est une autre. Et leur but, c'est de discerner entre les deux. Ah oui, mais ça c'est parce que la personne est psychotique, il faut qu'elle aille voir un psychiatre, ça va lui faire du bien. Et par contre, ça, oui, non, ça, par contre, c'est vraiment, vraiment la présence du diable, etc. C'est schizophrène comme façon de… Complètement. C'est une manière alors, c'est aussi stratégique à l'Église catholique, elle a des côtés très stratégiques, très politiques. C'est-à-dire que c'est en gros pour éviter la concurrence entre les psys et les prêtres. Ouais, d'accord. Mais techniquement, en Ayurveda, dans la tradition indienne en général, et surtout dans l'Ayurveda, il n'y a pas cette distinction. Il y a une continuité entre effectivement ces phénomènes d'esprit, on peut dire ça, et la psychologie. C'est l'esprit. Les esprits sont avant tout interviennent dans notre organe psychique. Donc c'est pour ça que
finalement, qu'on y croit ou pas, hein, qu'on ait cette idée, oui, il y a vraiment des esprits qui existent dans d'autres dimensions, etc., ou qu'on n'y croit pas, ça ne change pas grand-chose. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont ça va se manifester dans notre psychisme et aussi les conséquences que ça peut avoir, D'accord. délétères notamment, et la souffrance que ça peut provoquer. Voilà, mais je ne sais pas, toi, par rapport à ton vécu, ton expérience d'infirmier psychiatrique, comment tu vois les choses? Est-ce qu'un jour, tu penses qu'il peut y avoir une, une harmonie entre les deux approches, que des psys peuvent m'envoyer des patients, que moi, je renvoie des patients chez les psys? Pour ça, je le fais déjà, hein. Euh, Actuellement, je ne crois pas que ce soit possible. Ouais. Encore que, il y a quand même des éveils de conscience qui font que l'Ayurveda commence à poindre, je dirais, enfin en tout cas d'autres thérapies, pas uniquement l'Ayurveda, mais à poindre le bout de leur nez dans la prise en charge des patients au niveau des institutions, hein, puisqu'il y a Mm. l'ostéopathie qui rentre, il y a la médecine traditionnelle chinoise, il y a la sophrologie, donc pourquoi pas l'Ayurveda. Mm. Maintenant, il va falloir quand même que ça vienne de l'intérieur, c'est-à-dire que ce soit un cheminement vraiment des médecins, du corps médical et Mm. paramédical pour que l'Ayurveda puisse rentrer dans ces institutions. Je pense que c'est vraiment Mm. là que ça doit partir. Ça ne viendra jamais des grands lobbies pharmaceutiques, ça c'est clair. Et comme effectivement, pour l'instant, on est quand même assez dirigé par une société assez individualiste et puis Mm. à la recherche du profit, et que les directeurs des institutions médicales sont des administrateurs euh, basés sur cette recherche du profit et du rendement. Mm. Pour l'instant, je ne crois pas que ce soit Ouais. à ce genre de choses. Puis après, il y a aussi les questions de temps, de moyens, etc. C'est-à-dire, je sais pas, j'avais vu à la télé il n'y a pas longtemps des témoignages de psychiatres et même d'infirmières psychiatriques qui disaient, mais il n'y a pas de temps. C'est-à-dire, il y a une personne, voilà, elle est internée, elle voit 5 minutes le médecin-chef en une semaine, le reste du temps, elle est dans sa chambre. Les infirmières et les infirmiers, ils essaient un petit peu de faire le boulot du psychiatre. C'est en termes de temps, de moyens, Je ne suis ça pas sûre peut... qu'il n'y ait pas le temps. Je pense que c'est une Ouais. Ah, organisation qui devrait se revoir. c'est quoi, pardon? Une organisation Une interne organisation, d'accord. Ouais, se ouais, c'est ça. revoir autrement, en fait. Et qui Ouais. soit plus ciblée sur la personne et moins Mm. ciblée sur la partie, enfin, comment dire, c'est ciblé sur la personne de toute façon en psychiatrie, mais bon, ça fait 15 ans que j'ai quitté la psychiatrie, donc je ne Je te peux replonge pas un peu. forcément dire. Ceci dit, j'ai mon ex-mari qui est encore en psychiatrie, qui est au Mm. CMP, et au CMP, D'accord. je veux dire, et au CMP, effectivement, bah, il y a, ça tourne beaucoup, Centres médicaux, psychiatriques, c'est ça? c'est logique, ouais. Ok, d'accord. Euh, et donc, du coup, dans ces CMP-là, ça tourne pas mal hein, au niveau des patients. Les patients viennent et puis Mm. les rendez-vous se font un peu à la chaîne. Et puis, Mm. entre ceux qui viennent pour recevoir des IM retard, donc des intramusculaires retard de psychotiques, de D'accord. psychotropes ou de benzodiazépines, etc. Ouais. Et puis les autres personnes Mm. qu'on doit aller, que l'équipe doit aller voir aussi directement pour voir ce qui se passe, etc. Enfin bon, il y a tout un travail au CMPP, hein, au CMP qui est vraiment très, très codifié. Maintenant, c'est dans les services eux-mêmes, en psychiatrie, où là, je pense qu'ils ont le temps. Il y a des possibilités, puisqu'il y a des psychologues qui sont là, il y a des Eh oui, psychologues. c'est ça. C'est plutôt le rôle du psychologue de rentrer en contact avec le patient, de vraiment le faire parler, comprendre un peu sa logique, Là, etc. Plus il que y a le plus psychiatre, de, c'est ça? voilà, il y a plus de Mm. possibilités. Alors, il y a les services entrants et Mm. puis il y a les services vraiment qui sont là où justement Mm. on observe le patient. Quand lui donne un traitement, on va observer comment le traitement fait effet. Ouais, Et c'est ça. une fois que la personne est vraiment bien stabilisée, alors à ce moment-là, on va pouvoir commencer à le faire sortir, donc à lui permettre Voilà.
à proposer une sortie. Il y a une dimension sociale aussi qui est prise en charge dans son trouble, c'est Donc ça, bien après, sûr. quand il y a vraiment une intégration sociale à reprendre, Hmm. etc., et que la personne a vraiment besoin d'un accompagnement, alors ça va se faire sur le CMP, avec le CMP. Hmm. Ouais, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des compatibilités, il y a des zones, des marges de manœuvre. C'est-à-dire que, bon, après, ça dépend de la spécialité de chacun. Par exemple, il y a aussi une dimension dont on n'a pas parlé, mais tu en as déjà parlé avec une intervenante, c'est la dimension psychothérapeutique Oui, qu'on appelle chez nous Sattva Vajaya. c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est la deuxième manière aussi d'accompagner des personnes en souffrance et notamment psychique. Donc là, c'est par le dialogue. Alors après, il y a des choses qui sont très définies dans les textes, hein, notamment. Moi, il y a des choses que je trouve assez chouettes, d'autres beaucoup moins. Il y a aussi des thérapies de choc quand ça va Vajaya. Il y a aussi des thérapies. Alors, il y a le choc, il y a des chocs négatifs que le thérapeute est censé faire. Oui. Il y a des chocs positifs aussi, notamment l'utilisation de l'émerveillement, Mm. Adbhuta. Oui, 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 oui. Ça, c'est très chouette. L'émerveillement, finalement, va permettre à la personne de sortir de son délire. Mm. Voilà, c'est le coup, waouh, il y a un rouge-gorge qui se pose, on est en consultation, il y a un superbe rouge-gorge qui se pose sur une branche, qui commence à faire un chant merveilleux. Mm. On sort un petit peu de notre zone, de Mm. notre zone de trouble, en fait, pour y aller. On en Et avait effectivement parlé avec intervention, Rachel Guimbaud, ouais, quand on a parlé de la c'est psychologie. ça, c'est avec Rachel, oui. Ah ouais. Mm, Rachel est vraiment chouette pour ça. mm. Voilà. Euh, Moi, effectivement, je n'interviens pas trop à ce niveau-là. Ça, je laisse plutôt ça au psy, du coup. Le niveau psychothérapeutique, même si effectivement, il y a toujours de la psychologie dans la relation au patient, dans la manière, dans la posture thérapeutique, etc. Donc, on ne peut pas y faire abstraction complètement. Mais s'en servir vraiment comme levier thérapeutique, bon, ça demande quand même des compétences en psychologie qu'on peut acquérir, mais bon, je ne suis pas psy, voilà, c'est ça que je veux dire. Par contre, effectivement, il y a une autre dimension qui est peut-être beaucoup connue, seulement, c'est la dimension rituelle. Ce n'est pas de la psychothérapie. Voilà. Oups. Oui, oui. Non, c'est bon, on est toujours là. Un petit ralentissement. Oui, ça Ouais. bug un peu, peut-être de ton côté, je ne sais pas. Donc, voilà, écoutez, en tout cas, si vous souhaitez avoir donc plus d'explications et peut-être être pris en charge ou que des amis ou des personnes de votre connaissance ou de votre famille souhaitent être pris en charge en complément au niveau psychiatrique, au niveau ayurvédique, écoutez, n'hésitez pas à aller voir donc Morgane, vous pouvez le... Juste à l'avertissement près que je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, ni psychothérapeute, ni médecin, etc. Je fais de Et que ça se fait l'ayurveda. Donc, en voilà. collaboration et que ça se fasse en collaboration effectivement avec le corps Ça. médical. Ça va de soi en fait. Hein. Bah, Donc, pour certaines personnes, pas forcément, quoi. C'est-à-dire que, ouais, faut faire attention à ça. Aussi donc, bien pour nous, pour les thérapeutes, pour se protéger, que pour les autres aussi, forcément. Faut donc, pas le dans un faire. premier temps, contactez-le, voyez avec lui et puis ensuite, il vous dira si oui ou Ah, non c'est il gentil peut pour vous la aider. pub. C'est Voilà. gentil pour la pub. Et puis, en attendant, si vous souhaitez mettre en pratique l'Ayurveda dans votre quotidien, j'ai fait une boîte à outils qui s'appelle la méthode Créa, dont Morgane, j'en ai parlé à Morgane. Où tu as d'ailleurs une partie sur la psychologie, sur les gunas, Rajas, Tamas, Sattva, etc. Avec C'est des ça. outils comme la méditation Eh oui. qui sont très intéressants et le Mm. pranayama aussi, hein, qui peut avoir une action très intéressante sur ma vache rota notamment. Absolument. Ouais, on Voilà. n'en a pas parlé, on ne peut pas tout parler, peut-être qu'on en reparlera un jour, mais effectivement, il y a autour aussi de l'application de techniques yogiques en bout de vidya. Hein. Ça, je veux dire, ça, c'est quand même c'est présent, c'est vraiment Et donc, présent. justement, j'ai intégré justement cet aspect aussi psychologique qui Mm. est important puisque ça fait partie de notre être et qui va avoir une implication sur notre psyché et sur notre mental, enfin sur nos émotions et sur notre corps physique, notre organisme, dont notre digestion fait partie notamment, puisque c'est très proche Mm. de la respiration. Et donc, forcément, il va y avoir des outils que je vous ai donnés dans cette méthode-là pour justement mettre en place une pratique quotidienne
qui va vous permettre de pouvoir, en cas de déséquilibre, vous rééquilibrer et maintenir cet état d'équilibre de manière pérenne. Mm. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis dans la partie à la une cette méthode qui s'appelle la méthode CREA et dont vous avez le lien directement dans cette annonce. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Et puis, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur la prise en charge des maladies mentales, entre autres, n'hésitez pas à contacter donc notre amie Morgane. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci Morgane encore d'être venue ce soir nous Merci parler. Chantal de ton invitation. Et à bientôt. Au plaisir, ouais.